Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une petite vidéo qui a fait polémique. Enfin, polémique, non, ça n'a pas fait polémique. C'est une vidéo intéressante que je voulais relayer parce que c'est deux prêtres dans un podcast. Ils sont invités dans une émission. Et ces deux prêtres qui parlent effectivement du voile en Occident, de pourquoi ça fait autant parler, de pourquoi ça fait autant polémique, de pourquoi c'est le thème de 90% des émissions de CNews. Et c'est assez sympa parce qu'en plus, ils ont un avis assez différent. Il y a le fameux le voile ou le string, il faut choisir. Vous allez voir, on va regarder ça. Donc c'est un tweet qui s'interprète, qui a été posté par Sam Soul, qui a relayé l'émission, enfin une partie de l'émission, donc merci à lui. Ça lui permet de faire cette vidéo. Il dit: deux prêtres s'expriment sur le débat de l'islam et du voile en France. Les Damien Rieu et autres droitards qui s'offusquent de la disparition de la France chrétienne devraient déjà s'offusquer de la disparition de la foi et du dogme chrétien. C'est bien vrai. La plupart des droitards et des identitaires se plaignent de l'arrivée de l'islam en France et en Occident, mais en même temps, on ne remplace pas l'islam par de l'athéisme ou par la République. On remplace l'islam par une foi chrétienne à la limite. Ou alors on se plaint de l'arrivée de l'islam parce que les chrétiens ne sont plus chrétiens. On ne se plaint pas de l'islam si derrière on n'a rien à offrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Parce qu'en fait, Damien Rieu et tous ces identitaires, ils ne font que la promotion de quoi? Ils ne font que la promotion de quoi? Voilà. Ils parlent de l'immigration, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la question. Ils ne parlent pas des commanditaires de l'immigration, de qui amène l'immigration, à qui ça rapporte, pourquoi le grand capital a besoin de l'immigration, ça, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent que des conséquences immigrationnistes. Et ils ne parlent pas, en fait, des causes. Ils ne parlent pas de la racine. C'est marrant de parler des fruits qui tombent à chaque printemps de l'arbre, mais si vous ne parlez pas du tronc avant ou des racines, bon bah, chaque printemps, il y aura des fruits qui tombent. C'est logique. C'est logique. Et surtout répondre honnêtement à la question: qui désire plus que tout faire disparaître le christianisme et les croyants d'une manière générale? Exactement. Il faut comprendre que l'islam aujourd'hui, avant de parler de cette vidéo, il faut comprendre que l'islam en Occident, il est autorisé parce que c'est un islam libéral. Les mondialistes, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mondialistes ne parlent jamais de l'islam. Ça ne les dérange pas. Oui, ici, nous, en France, la classe moyenne, la classe pauvre, etc., se plaint de l'islam, c'est très bien. Dans les débats télé, on en parle tout le temps. Mais les mondialistes qui, eux, gèrent l'empire européen, ça les dérange pas, ils n'en parlent jamais, en tout cas. Parce qu'ils ont compris que l'islam devenait un marché aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des femmes voilées influenceuses. Tout l'inverse de ce que prône le voile. Même si, effectivement, bon, si on revient aux origines du voile, ça se discute. Euh, mais c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, on a des musulmans entrepreneurs qui vous vendent des formations pour devenir un meilleur musulman et vous la vendent 3 000 € pour partir à la Mecque. On est vraiment dans. C'est ça, c'est du capitalisme islamique. C'est une manière de corrompre l'islam aussi et de mieux le séculariser. C'est comme ça qu'ils ont fait avec le christianisme. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ils ont fait du Christ un objet de consommation. Tout comme ils ont fait de Che Guevara l'élément le plus anticapitaliste au monde, ils l'ont bridé sur tous les t-shirts. Ils ont bridé ce mec sur tous les t-shirts, sur les tasses de café, ils l'ont humilié. C'est le meilleur moyen pour le capital d'humilier une personne anticapitaliste. C'est d'en faire un objet du capital. Tout comme aujourd'hui, vous allez retrouver des t-shirts de Karl Marx, alors que c'est le premier à critiquer tout ce matérialisme impur. Et c'est pareil avec l'islam. La plupart des musulmans se réjouissent justement de cet islam libéral parce que ça permet de pouvoir vivre en tant que musulman en Occident, parce qu'il y a peut-être un meilleur confort, un meilleur train de vie, ce que je peux comprendre effectivement. Si j'étais dans la même situation qu'eux, peut-être que je m'en réjouirais. Mais d'un côté, il faut se dire que votre islam, malheureusement, il se travestit. C'est un islam travesti aujourd'hui. C'est un islam libéral, c'est un islam qui finira par devenir un objet de consommation, il l'est quasiment déjà. Et surtout maintenant, à qui ça rapporte le plus? Intéressez-vous à ceux qui détiennent le halal en France. Moi, je ne sais pas qui c'est, hein, je ne pourrais pas vous dire. Mais arrête. Non, mais voilà. Intéressez-vous à ceux à qui ça rapporte. Intéressez-vous aux actionnaires des grosses sociétés qui jouent sur l'image de l'islam. Intéressez-vous à ceux qui, justement, vendent, commanditent et ont des actions dans tout ça. Intéressez-vous à ça. Il faut toujours remettre, vous savez, quand on parle d'un quelconque sujet, Francis Cousin explique très bien, il faut toujours intégrer la lutte des classes dedans. Il faut toujours intégrer la question économique dedans. À qui ça rapporte? Dans quel but? Toujours.
Parce que c'est toujours derrière, c'est toujours une question, il y a toujours le grand capital qui met son nez dedans, obligatoirement, obligatoirement. Jamais grand-mère qui ne serait jamais sortie le dimanche pour aller à l'église sans mettre leur voile ou leur foulard sur la tête. Ou à l'époque. Ça dépendait des classes sociales. Ça dépendait des classes sociales. Hein. Je voudrais juste leur rendre un hommage attendri. Dans une certaine bourgeoisie bien pensante française, il y a des relents de ratonnade derrière cette chasse au voile qui me plaisent qu'à moitié. Et là, pour le coup, moi, ce qui se passe entre l'islam et la République, ça nous fait sourire avec un peu d'ironie. Derrière ça, moi, j'interrogerais plutôt le monde catholique. Oui. Quel est notre rapport aux vêtements? Quel est notre rapport à notre... voilà, alors un polémiste sur Internet disait, voilà, le voile ou le string, pour résumer le débat. Quand je vois l'été le spectacle de mes nièces, de mes petites nièces, ou même certains pèlerinages identitaires catholiques, je me pose des questions sur le rapport aux vêtements et sur le fait que entre le voile et le string, moi j'ai choisi. Enfin, je veux dire, si nous profitions plutôt de ce débat pour nous... Oui, en fait, là, sur ça, il dit... c'est marrant parce que cette phrase-là, elle revient souvent entre le voile et le string. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'habit, effectivement, ça reflète un élément extérieur de vous-même, mais ça reflète aussi la manière dont vous avez... quelle est votre image que vous voulez donner aux gens? Quelle est l'image que vous avez de vous-même et celle que vous voulez donner aux gens? Une femme qui se trimballe avec une jupe très très courte ou un petit short ou un petit string très très court, contrairement à une femme qui, elle, se voile et se cache, bon bah voilà, ça reflète deux modes de vie, deux hygiènes de vie, deux psychés complètement différentes. Deux psychés totalement différentes. Bon, après, il y a aussi la mode de l'abaya. Certains disent que c'est très, très religieux, ce qui n'est pas faux. Bon, après, il faut comprendre que ça avait fait polémique dans les écoles, etc. Après, il y a énormément de femmes aussi qui complexent. Et l'abaya, disons, c'est comme tous les vêtements aujourd'hui, l'oversize revient à la mode, enfin, ou du moins vient à la mode. Tout ce qui est oversize, tout ce qui est plus grand que votre taille, a priori. Mais c'est aussi pour cacher des complexes. Des complexes, on sait qu'il y a une hausse de l'obésité. Certaines femmes aiment bien cacher leur rondeur par des grosses robes, par notamment des abayas. Ah bah oui, parce que bon, c'est très bon, hein, les petites pâtisseries maghrébines, mais c'est vrai que ça fait grossir. Donc forcément, voilà, au bout d'un moment, il faut agir en conséquence. Donc après, il y a aussi une question de la mode. Le voile, c'est aussi une mode. Il y a aussi la question de la mode. Alors effectivement, apparemment, selon les textes, j'avais vu la vidéo d'Observateur, effectivement, c'est pas la meilleure source. S'il y a des musulmans qui me regardent, vous me direz. Hein. Mais apparemment, le voile, ce serait une histoire de... c'était la femme du prophète qui serait allée, pendant qu'elle était partie faire ses besoins, elle se serait voilée. Enfin, il y a une histoire comme ça. Bon, après, je vous laisse regarder la vidéo de l'Observateur. Moi, je ne vais pas répandre des rumeurs si je n'ai pas les certitudes. Mais voilà, si certains ont les textes, d'ailleurs, pourquoi pas, dites-moi si dans le christianisme c'est précisé. Est-ce que faut-il que les femmes chrétiennes portent le voile? Faut-il que les femmes musulmanes portent le voile? Quel est le rapport aux vêtements dans les textes? Ce serait assez intéressant. J'avoue que j'ai pas fait le boulot là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit ce prêtre sur le rapport aux vêtements. Je pense déjà qu'avant même de soigner l'extérieur, il faut soigner l'intérieur. Et aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement, on met toujours le matériel en avant, on met toujours le superficiel, l'extérieur. Est-ce qu'on est bien coiffé? Est-ce qu'on est bien habillé? Est-ce qu'on rend bien à la caméra? Est-ce qu'on rend bien face aux gens? Mais qu'en est-il de l'intérieur? T'as beau paraître splendide de l'extérieur, si t'es pourri de l'intérieur, ça marchera pas. Ça marchera pas. La preuve, hein, on le voit aujourd'hui. Hein. Regardez tous les identitaires qui se révoltent contre cette invasion migratoire, cette invasion religieuse. Mais c'est pas maintenant qu'il faut se rebeller, c'était avant. Où est-ce que vous étiez là, il y a 15 ans, quand les églises se sont vidées? Où est-ce que vous étiez il y a 15-20 ans quand il fallait mettre en avant le discours de Jean-Marie Le Pen? Parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui nous a alertés sur tout ça. Il y a plus de 40 ans aujourd'hui. Où est-ce qu'il était Zemmour quand il fallait appeler à voter Jean-Marie Le Pen? Ah non, il n'a jamais appelé à voter Jean-Marie Le Pen. Pourtant, il reprend tous les discours que Jean-Marie Le Pen avait il y a 40 ans, il les reprend aujourd'hui. Il les a repris pour sa campagne électorale en 2022. Et quand on demande pour qui il a voté, ah bah non, je vais pas voter Jean-Marie Le Pen, non, j'ai voté une personne. Ah oui. Oui, donc c'est pareil, quoi. Tous ces mecs-là, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est des mecs qui agissent, mais une fois que c'est trop tard. Bon. Ah ouais, mais bon. Au moment donné, à l'instant T où toi tu as vécu et que tu pouvais agir, t'as pas agi. Tu n'as pas agi.
C'est comme tous ceux qui relaient, vous savez, les vidéos d'Ina, où on voit les jeunes il y a 70 ans, les jeunes de 15 ans, 10, 15, 20 ans qui s'exprimaient bien, qui s'habillaient bien, etc. Les gens disent « Oh là là, regardez, c'était une autre époque ». Ben oui, mais ces gens-là, aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont voté Macron. Enfin, je veux dire, les gens qu'on voit dans les vidéos d'Ina, qui parlaient bien, qui étaient intellectuels, qui lisaient des livres, etc., ce sont les mêmes aujourd'hui, les mêmes boomers qui ont mis notre pays en faillite dû à leur mauvais choix en votant, à leur mauvais choix de vie, à leur choix de vouloir consommer, de cet individualisme post-68 art. Ça, il faut le comprendre. C'est bien marrant de regarder en arrière. Damien Rieu, c'est le premier à dire, regardez, les archivina, il n'y avait que des bons blancs qui se comportaient bien. Mais où est-ce qu'ils étaient, ces bons blancs, quand il fallait justement appeler à voter Jean-Marie Le Pen, quand il fallait justement se rebeller contre les premières vagues migratoires, quand il fallait se rebeller contre les débuts des dégâts au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Parce que tous les dégâts du Proche-Orient et du Moyen-Orient, on se les tape aujourd'hui. Et qui c'est qui a foutu les troubles au Proche et Moyen-Orient? C'est pas les musulmans. Qui c'est qui fout le bordel aujourd'hui en Proche et Moyen-Orient? C'est pas les musulmans. Ah non. Vous savez très bien qui c'est. Enfin bon, donc c'est marrant de parler toujours des conséquences, il faut parler des causes un petit peu. Hein. Moi, je fais toujours la métaphore avec l'arbre. C'est très bien de parler, de se plaindre des branches ou des fruits qui tombent, mais plaignons-nous d'abord des racines et du tronc. C'est plus intelligent et surtout, on y viendra plus à bout rapidement. Alors ça demande plus de force. Attaquer un tronc, c'est plus dur qu'attaquer une branche. Il faut être plusieurs, il faut des outils, il faut des ustensiles. Mais au moins, une fois que le tronc sera venu à bout, on est sûr que ça ne reviendra plus. Mais pour ça, ça demande du temps, ça demande une vision long-termiste. Ce que les gens n'ont pas. Les gens ne veulent que le court-termisme. Ah oui, les identitaires, ils veulent plus d'Arabes et plus de musulmans dès demain en France. Ils veulent la réimmigration, ils veulent tout. Oui, mais en fait, on ne construit pas un pays sur une idée qu'on fait en une fois. On construit un pays sur 50 ans. C'est ce que faisait un mec comme De Gaulle, qu'on a beau l'aimer ou pas. Quand sa politique, c'était une politique long-termiste. Il pensait à l'après. Il pensait à la France sur 20-30 ans. Les hommes politiques avant pensaient à l'avenir d'un pays sur 20-30 ans. Aujourd'hui, on a un Macron qui pense dans l'instant T, qui change de ministre comme il change de slip. C'est le court-termisme. Même nos politiciens se sont féminisés, dans le sens où le court-termisme, c'est quand même réservé à la femme. Le court-termisme, c'est une vision très émotionnelle, très dans le pathos, contrairement à l'homme qui de base est dans une vision plus rationnelle, plus pragmatique, qui pense au après. Le monde s'est féminisé et nos politiciens se sont féminisés. Ils ne pensent plus à une vision sur 20-30 ans. En tout cas en Occident. Sinon, on a des Poutine ou des Xi Jinping, eux, oui, ils pensent sur 20-30 ans. Mais regardez leurs entourages. C'est que des mâles blancs hétéros de plus de 60 ans. C'est pas des Sandrine Rousseau, c'est pas des Marlène Schiappa. Donc en fait, on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. C'est tout. Nous interroger dans le monde chrétien, dans le monde catholique, sur notre rapport à notre vêtement, à notre tenue, dont les vêtements sont la forme extérieure exprimée. Je rappelle aussi qu'en monde orthodoxe, aucune femme ne rentre dans une église sans se voiler. Hein, et ça ne choque personne, et au contraire. Exactement, voilà. Il faut rappeler que toutes les effigies de la Vierge Marie, elle est toujours voilée. Et ça, bizarrement, ça ne gêne pas. Et c'est là où je me dis, c'est quand même étrange. Alors certains disent oui, mais on ne critique pas le voile, on critique la prestance, on critique l'attitude. Ouais, mais moi je ne suis pas sûr que les problèmes dans ta vie soient liés au fait qu'une femme maghrébine voilée soit présente en France. Moi je ne suis pas sûr. Hein. Vous savez, moi j'ai traîné avec des identitaires dans un petit peu tous les coins de la France, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel. Et c'est marrant, c'est parce que j'avais vu une information, c'était je sais pas, un endroit dans une banlieue, c'était un magasin qui vendait principalement du halal et qui faisait principalement de la nourriture halal, pas que, et qui s'était vu en fait, qui avait vu ses chiffres augmenter, parce qu'il y a énormément de gens qui y allaient, parce que les supermarchés d'à côté les prix étaient bien trop élevés, et c'est là où on se dit en fait un identitaire, le jour où il ne peut plus remplir son assiette, si le seul magasin dans lequel il peut se nourrir, c'est un magasin halal, il ira. C'est vrai. Et inversement, il faut comprendre que le musulman d'aujourd'hui, déjà le fait qu'il puisse s'imposer une diète, au sens où il ne mange pas de porc, il ne mange pas ceci, il ne mange pas cela, etc., c'est déjà une sorte de confort et de bourgeoisie. Bien que ce n'est pas le mot bourgeois au sens ancien du terme, mais c'est comme le vegan. On dit vegan, oui, les mecs vegan aujourd'hui, ils le sont, mais c'est parce qu'ils ont le choix. Et à partir du moment où tu as le choix, c'est que tu vis trop dans le confort. Mais les musulmans aussi.
À partir du moment où tu as une religion et que tu peux t'imposer un mode de vie, tu es déjà dans le confort, tu es déjà dans une sorte de bourgeoisie en réalité. Tu es déjà dans ça. Crois-moi, tu vas voir les Palestiniens, ils acceptent tout. Port ou pas port, ils acceptent. Les mecs, ils sont en train de crever de famine. Ils sont en train de crever de famine. Tu leur parles pas de port ou pas port. La mère de famille, qui est du porc ou qui est pas de porc, elle s'en fout. Elle va donner à manger à ses gosses. À partir du moment où tu commences à avoir du confort et que tu crées une civilisation prospère et stable, là, tu peux commencer à avoir un certain train de vie. Tu peux choisir ton rythme alimentaire, tu peux choisir ton rythme de vie, les heures à laquelle tu te couches, les heures à laquelle tu te lèves, la façon dont tu travailles, effectivement. Mais quand c'est la famine, quand c'est la pénurie, quand c'est la galère, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est tout. C'est tout. Quand tu es en galère, tu te nourris là où on te donne. Vous savez, c'est comme dans le bouddhisme. Moi, je m'intéresse énormément au bouddhisme. Dans le bouddhisme, on préconise une alimentation végétarienne. On ne tue pas d'animaux, etc., etc. Il est dit dans le bouddhisme que, par exemple, les moines, qui, eux, méditent toute la journée, se voient recevoir des offrandes. Et dans ces offrandes-là, si à un moment, il y a de la nourriture basée sur de la tuerie animale, sur de la protéine animale, etc., c'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas le manger. S'ils ont un poisson ou un poulet dans leur assiette, qu'on leur a donné gentiment, ils se doivent de le manger. Parce qu'ils ne peuvent pas, tout simplement, ils n'ont pas le droit de tuer de leurs mains un animal. Mais par contre, si on leur donne, s'ils ont que ça à manger, ils mangent. Et moi, je trouve ça d'ailleurs plus cohérent. Plus cohérent que d'avoir une diète précise de telle chose, qui est déjà un petit peu plus bourgeois dans l'idée. Bien que ce n'est pas péjoratif. Mais voilà, c'est assez intéressant. Donc c'était sympa cette petite vidéo. Il faudrait que je regarde le podcast en entier, je ne l'ai pas regardé. Mais effectivement, c'est vraiment le gros problème en France, c'est que d'un côté, on a les droitards et les identitaires qui se plaignent de quelque chose. Mais en fait, c'est trop tard. Déjà de 1, c'est trop tard, mais de 2, en plus, ils se plaignent que des conséquences. Parler de ceux qui commanditent. Je veux dire, les migrants, ils ne sont pas venus comme ça. Pourquoi les migrants déjà quittent leur pays? Pourquoi je sais pas moi, un Somalien ne peut pas être heureux en Somalie? Pourquoi un Syrien ne peut pas être heureux en Syrie? Pourquoi un Algérien ne peut pas être heureux en Algérie? Déjà, première question, qui a foutu le bordel dans ces pays? Qui fait en sorte que ces pays aient besoin d'une aide extérieure? Qui fait que ces pays-là ne puissent pas s'autosuffire et être indépendants de leur propre souveraineté? Le monde ira mieux et je pense qu'il y aura la paix dans le monde le jour où tous les pays seront souverains et autosuffisants. Mais ce jour-là n'arrivera jamais parce que les États-Unis couleront. Et si les États-Unis coulent, Israël coule. L'empire américano-sioniste coule aussi. Et ça, vous le savez. Et ils ont besoin de mettre des pays sous perfusion. Ils ont besoin de faire en sorte que des pays aient besoin d'assistance extérieure, justement, pour des questions énergétiques, pour des questions caloriques, comme le dit Delavier, pour des questions politiques. Parce qu'évidemment, si votre seul moyen de pouvoir régner, et si le seul moyen... Vous savez, il y a une phrase du dernier abécédaire d'Alain Soral qui est très juste. Il parle du pouvoir, et il dit le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Le pouvoir se prend. C'est ce que fait l'empire américano-sioniste depuis des années. Il prend le pouvoir. Il fait en sorte que les pays, il crée exprès une déstabilisation dans certains pays pour pouvoir ensuite apporter une fausse aide ou pour pouvoir justement après pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est très simple. Et c'est ce que fait Macron aujourd'hui en France. C'est ce qu'ils font, c'est ce que fait l'Union européenne. En faisant venir des migrants, justement, ils font en sorte que la situation se dégrade. En faisant venir des gens d'une autre culture, d'une autre classe sociale. Parce qu'on nous fait venir des Syriens, des Algériens, etc. On ne nous fait pas venir l'élite algérienne, on ne nous fait pas venir l'élite syrienne. Évidemment, ce serait plus... non, là, on nous fait venir des gens, des réfugiés, qui sont complètement traumatisés de la guerre, qui sont complètement traumatisés dans une situation totalement précaire, qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucune connaissance du monde européen et du monde occidental. Ils sont complètement déboussolés. Et les Damien Rieu, eux, leur première réaction, c'est de faire un tweet en disant « Regardez ces salopards qui viennent ». Oui, mais qui fait en sorte justement de créer une déstabilisation pour que ces gens aient à quitter leur pays? Pourquoi un Syrien aujourd'hui ne peut pas être heureux en Syrie? Voilà, réponds à cette question, Damien Rieu. Et ça, il n'y répond pas. Voilà. Non, le problème, c'est les voilés en France. Waouh! Je veux dire, ça ne fait absolument pas avancer la question politique. Donc ça prouve bien que Damien Rieu et tous ces autres identitaires droitards sont payés, ou peut-être pas, mais en tout cas, ils font exprès de parler des problèmes extérieurs pour ne pas parler du problème intérieur.
du commanditaire de l'action, du commanditaire de tout ce cirque migratoire qui ne fait que ralentir en fait la phase terminale du capital. Parce que le capital est en train de crever. Voilà, je pense que j'ai résumé la question et je pense que justement c'est vraiment un sujet très important. Il faut arrêter de se prendre la tête sur des voiles ou des quoi que ce soit. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la question, sinon on n'en parle pas, ça ne sert à rien. Sinon ça ne sert à rien. Et puis il faut aussi être honnête. Est-ce que ça vous change vraiment votre vie, une femme qui se voile ou non? Blanche, pas blanche, maghrébine, pas maghrébine, musulmane, pas musulmane. Est-ce que ça vous change vraiment votre vie? Non. Quand tu coupes les médias, quand tu coupes l'actualité, quand tu coupes les réseaux sociaux, est-ce que ces gens-là te dérangent véritablement? Non. Non. En réalité, non. Bon bah alors. Mais Damien Rieu, tous ces gens-là ne sont pas capables de faire ce travail-là. Et pas que, hein. D'ailleurs, je dis Damien Rieu parce que c'est le visage de la droite identitaire, c'est le plus connu, c'est le lanceur d'alerte, etc. C'est celui qui prend un peu les coups, mais voilà, c'est assez intéressant. Bref, bon bah si vous aimez mes vidéos, mettez un petit like, hein, abonnez-vous, ça fait plaisir. J'aimerais bien avoir 50 000 abonnés pour Noël, je pense qu'on est mal parti, mais, on sait jamais, on sait jamais. En tout cas, on s'y rapproche, c'est toujours ça. Voilà, hein, pour gravir la montagne, il faut commencer par les petites pierres, hein, très intéressant. Bref, abonnez-vous, mettez un like, commentez. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.